presse nationale et internationale. Voici le collectif des institutions, le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Sous la houlette des camarades républicains, nous sommes tenus aujourd'hui de venir vous parler de ce que souffre notre pays, approximativement dans tous les segments. Dans tous ces segments. Nous allons aborder la question de l'agriculture et de l'éducation en premier lieu. Chers Sénégalais, chers journalistes, nous tous, nous avons noté les phénomènes des inondations qui se sont abattus au sein de notre patrie, le Sénégal. Et ces problèmes climatiques ont impacté négativement les champs de mil, de maïs, de riz et d'arachide de nos parents agriculteurs. Et ensuite, en dehors de ce problème climatique, s'est renforcé un problème de salinisation des terres au niveau du bassin arachidier tel que dans la région de Kaolack, dans la région de Fatick et dans d'autres régions du Sénégal. Au Fouta, plus précisément Matam, Podor, ils ont été impactés par des phénomènes pluviométriques avec naturellement ce que nous tous nous avons noté, des champs de riz qui ont été décimés à cause des eaux. Et beaucoup des membres de la population du Sénégal nous posent des questions à savoir quelle est l'issue de ces gens qui ont perdu leur récolte dans les eaux. Quelle est la politique qui doit être adoptée pour accompagner ces agriculteurs où leurs terres sont infectées par le phénomène de la salinisation. Car avant qu'on parle de prix de l'arachide, passons d'abord au mil qui est l'élément fondamental et moteur de la consommation locale au niveau de nos villages. Lors de la récolte des mil, naturellement, il y a des pluies qui se sont abattues et que ce mil a provoqué la destruction de ces récoltes. Et aujourd'hui, les villageois qui vivent sont dans l'ombrobio, sont totalement désemparés parce qu'en réalité, absent de vivre, se soldent naturellement avec la présence de soudures et ces soudures risquent de frapper notre population, plus précisément la campagne. Raison pour laquelle, en tant que politique, nous nous dressons un pas de bourreau pour être les porteurs de ces sans-voix, que nous soyons ces hommes qui portent le message de ces villageois qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Nous demandons à l'État du Sénégal de prendre au sérieux les questions relatives à la cherté de la vie, les questions relatives à l'agriculture et les questions relatives aux vivres. Parce que pour parler de prix de l'arachide, il faut parler d'abord des récoltes. Et il faut parler des problèmes de semences. Il faut parler des problèmes de l'engrais. Nous tous savons que dans l'objectif des Nations Unies, il a été dit, dans l'agenda 2035 des Nations Unies, il a été clairement dit que l'agriculture, on vise avec les ODD numéro 1, 2, 3 et 10, qu'il y ait autosuffisance alimentaire dans la jeune Afrique. Et que cette autosuffisance alimentaire, le fournisseur ils ont imposé aux fournisseurs pour qu'ils diminuent le prix de l'engrais. Et ce prix de l'engrais s'est soldé naturellement avec une diminution, pas très drastique, mais un faible taux du prix. Et ce faible taux du prix, les agriculteurs me demandent si c'est l'agriculture, si c'est l'engrais qui n'était pas bon, si c'est l'urée qui n'était pas bon, si c'est les semences non seulement tardives qui sont venues de manière tardive, mais plus précisément, est-ce qu'en réalité les semences qu'ils devaient sélectionner pour donner ça aux agriculteurs, c'était la bonne? Parce qu'en réalité, il y a une très mauvaise récolte agricole. Avant de parler de prix, il faut avoir quoi vendre. Et les agriculteurs n'ont rien à vendre. Et mon parent qui est à Djiffer, mon papa qui est dans le Lukuman, ma grand-mère qui est dans le Saloum, ils sont dans le désarroi parce qu'en réalité,
ce qu'on parle en Wolof, le traite. Ce traite-là, ça n'existe plus parce que les paysans n'ont plus rien à vendre. C'est pourquoi nous voulons être leur voix, demander à l'État du Sénégal de prendre au sérieux et pour faire des prévisions, parce qu'en réalité, on attend des périodes de soudure extrêmement difficiles. C'est que l'État doit prendre au sérieux, de rester ici, à emprisonner, à gérer des questions judiciaires. En dehors de ça aussi, on parle avec nos étudiants, nos universités fermées, chose totalement illégale. Nous demandons au ministre de l'Éducation nationale de régler le problème des universités, parce que cette jeunesse est la sentinelle de la République. Cette jeunesse, un pays qui n'a pas de jeunes formés, un pays qui n'a pas de jeunes compétents, un pays où on ferme les universités comme on veut, un pays où on n'essaie pas de faire vivre l'espoir. On ne vend pas l'espoir, on ne vend pas l'intelligentsia. Ce pays est appelé à périr. Et au Sénégal, c'est que Senghor a travaillé, c'est que Abdoulaye Wade a bâti, c'est que Abdou Diouf a fait, c'est que Macky Sall a fait dans les ISEP, dans les universités, en créant des prémats, des ISEP pour uniquement booster l'éducation nationale en s'appuyant sur l'éducation scientifique pour que le Sénégal puisse avoir des ingénieurs agronomes aguerris, des médecins, d'excellents médecins, et dans tous les segments, je pense qu'aujourd'hui, pour ce bureau, ils doivent renforcer le système éducatif, renforcer, accompagner les étudiants, parce qu'en réalité, nous tous sommes passés par le mouvement étudiant et nous savons que les étudiants n'ont rien d'autre que leur bourse pour manger, n'ont rien d'autre que leur bourse pour subvenir à leurs besoins. Bloquer les bourses des étudiants, c'est en réalité méconnaître ce qui est l'importance d'un étudiant et ce qui est l'importance d'un jeune dans l'avenir. Et cette jeunesse, nous tous, nous sommes certes des politiques, mais tous, nous sommes passés par l'université et nous savons que les étudiants vivent dans des conditions extrêmement difficiles, dans des conditions carabinées, et que l'État est dans l'obligation de les accompagner, il doit les accompagner. C'est pourquoi nous demandons la main levée, qu'on arrête ces suspensions, ces fermetures des universités. Et on nous demande aussi à nos étudiants qu'ils partent avec beaucoup de responsabilité et qu'ils fassent agissent avec beaucoup de tact pour éviter de vandaliser nos universités. Parce qu'en réalité, comme nous l'avons toujours fait, nous luttons toujours et nous dressons toujours un pas de groupe pour faire face à tous ces vandales qui veulent détruire ce pays, à tous ceux qui marchent pour ce qui peut brûler le pays. Le pays-là est un commun vivre. Le pays-là est un pays où la symbiose de rendez-vous de recevoir a toujours existé. Et aujourd'hui, en tant qu'opposants républicains, nous ne serons pas là pour faire des appels à l'insurrection. Nous ne serons pas là pour détruire cet acquis démocratique. Nous ne serons pas là pour détruire ce que Macky Sall a construit. Mais nous serons là pour être des lanceurs d'alerte, pour être ces gens-là qui vont s'opposer avec des idées républicaines, qui vont s'opposer avec courage et dignité et qui vont dire exactement les mots dont souffre le Sénégal. Parce que le Sénégal a tant souffert des scandales politiques, le Sénégal a tant souffert des discours guerriers, et les Sénégalais n'attendent pas de nous, n'attendent pas ni les gens du pouvoir, ni les gens de l'opposition, de certains discours qui peuvent provoquer un discrédit du social. C'est pourquoi nous, républicains, en tant que membres républicains de l'APR, ce que le président Macky Sall nous a toujours fait comprendre, c'est-à-dire qu'en temps au pouvoir, il faut être digne, mais en temps dans l'opposition aussi, il faut être digne et il faut être un républicain. Brûler un pays pour faire mal au pouvoir, en réalité, il ne fait pas mal au pouvoir, mais il fait mal à la société. Brûler les bus pour faire mal à un pouvoir, en réalité, il ne fait pas mal au pouvoir, mais il fait mal aux utilisateurs des bus et autres. Donc aujourd'hui, nous tous, nous devons marcher pour la bonne marche de ce pays. Mais aussi, on ne peut pas condamner passer tout ça à condamner des gens, à convoquer des gens, parce qu'en réalité, vous n'avez pas les mêmes visions politiques. C'est pourquoi je vais directement pour toucher la question de la justice au Sénégal. Nous savons que le Sénégal est un pays de justice et d'équité. Et ce que j'ai toujours cru et ce que nous avons toujours défendu mort du Christ. Le Sénégal actuellement, les tenants du pouvoir se sont toujours battus pour qu'il ait une justice équitable. Se sont toujours battus pour qu'il ait l'indépendance de la justice. Et aujourd'hui, tous les Sénégalais peuvent juger. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans notre pays? Est-ce qu'il y a
justice deux poids, deux mesures? Est-ce qu'il y a justice équitable? Est-ce qu'il y a bonne marche de la justice? La question, si tu le poses, la majorité des Sénégalais, tout le monde sait ce qui se passe. Parce qu'en réalité, nous avons vu des convocations tous azimuts. Le cas de Sami Yarsa, où une personne a porté plainte. Les gens qui l'ont porté plainte marchent comme ils veulent et lui, il est au Niouf. Le cas de Lerdio, nous l'avons vu, on l'a porté plainte, on l'a convoqué, on l'a mis au Niouf. Et le gars qui l'avait porté plainte, on ne le voit plus. Le cas de Moustapha Diakhaté, on l'a vu, il a parlé, on a vu des gens de PASTEF insulter effroyablement le président Macky Sall. D'abord, insulter effroyablement les tenants du pouvoir. Il y a un certain Diallo, dont sa vidéo est virale, qui passe tout son temps à insulter les membres de la diaspora. Je me demande, si nous ne sommes pas des Sénégalais ou bien on est des étrangers, même un étranger, tu dois le traiter avec décence. Moustapha Diakhaté, tout le monde le connaît de sa vertu, de son comportement républicain. Donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour être avocat de quiconque, mais c'est des faits qui sont là. Nous avons entendu Guy Marius Sagna insulter directement la plus haute institution de l'État du Sénégal. Autant, la vidéo était la virale, en insultant le président Macky Sall. Et rien n'a été fait. Et aujourd'hui, l'insulte, moi, je le condamne de tout bon. Parce qu'un bon citoyen ne doit pas marcher dans l'insulte, dans le mensonge. Mais quand même, Moustapha Diakhaté, ce qu'il a dit, ce n'est pas de l'insulte quand même, vous m'excusez. Je ne suis pas là pour le dédouaner ou de l'insulter. Mais si ce qu'il a dit était prévu dans le code pénal ou bien dans le code de procédure pénale, si on le convoque, je n'ai pas de problème. Mais honnêtement parlé, je demande à la justice d'être un peu beaucoup plus clément. Je demande au procureur et au juge d'être clément par rapport à certains délits d'opinion. Parce qu'en réalité, cela n'honore pas la démocratie sénégalaise. Parce que nous avons une démocratie mature. Et aujourd'hui aussi, sur le plan des institutions, chers camarades, nous tous nous savons que le président est le garant de la Constitution et le chef suprême de la magistrature. C'est lui que les Sénégalais ont donné le pouvoir discrétionnaire, qui a le droit de nommer ou de révoquer en fonction des lois et règlements qui lui sont confiés. Il a le droit de mettre les présidents des institutions telles que le Haut Conseil et le Conseil économique, social, environnemental de leur poste de président. Nous sommes d'accord. Il a ce pouvoir discrétionnaire. Mais le problème en est que depuis 2 à 3 mois, des hauts conseillers et du Conseil économique, social et environnemental sont restés sans salaire, en étant dans des institutions non dissoutes. Ça, c'est une faute pénale venant de la part de l'ACP ou bien du SG. Ce que nous devons faire, nous allons saisir la justice. Nous leur avons donné des demandes d'explication pourquoi il n'y a pas paiement de nos salaires et indemnités. Ils n'ont pas répondu. Et nous tenons à l'opinion nationale et internationale. Et nous les avons demandé dans leur lettre. Nous vous demandons seulement si c'est l'autorité compétente qui vous a donné un arrêté pour qu'il n'y ait pas un paiement de nos salaires et de nos indemnités. Et si l'institution a été dissoute pour qu'il n'y a pas de paiement de nos salaires, effectivement l'institution n'a pas dissous. On a posé cette question parce que pour uniquement avoir des réponses plausibles, mais jusqu'à présent nous n'avons pas de réponse parce que je ne vois pas l'arrêté du ministre des Finances, ni l'arrêté d'aucun ministre qui demande à l'administration de bloquer nos salaires. Nous ne l'avons vu nulle part. Et ils ne nous ont pas donné d'explication par rapport à ça. C'est pourquoi nous demandons à l'État du Sénégal que le président Bassirou Diomaye Faye est le chargé de la bonne marche des institutions. Nous avons vu lors du dernier Conseil des ministres l'acte 1 provoquant la dissolution de nos institutions. Il a le droit toujours. On ne conteste pas ce droit, mais aussi nous réclamons notre droit. Au cas où l'institution est dissoute, sera dissoute parce qu'il n'est pas encore dissous. Au cas où l'institution sera dissoute, qu'il nous paye notre mandat de 5 ans. C'est un mandat que nous avons. La jurisprudence du CAES est passée par là.
au temps du CRAES, Abdoulaye Wade, lorsqu'il était président en 2000, ils avaient trouvé ici le CRAES. Le CRAES, lorsque Abdoulaye Wade l'a dissous, ils avaient indemnisé tous les membres du CRAES. Ça, c'est la bonne marche des institutions. Aujourd'hui, avec le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a donné un projet pour la dissolution de nos institutions, naturellement, nous savons que c'est une lettre qui va passer à la poste. Et puis, on n'a pas de problème par rapport à la dissolution. Parce que on a toujours été prêts pour attendre cela parce que c'était une promesse électorale. Mais aujourd'hui, moi, j'ai un problème. Ils veulent créer des pôles territoires. C'est pourquoi je demande aux journalistes de faire très attention. Parce que j'ai vu des journalistes qui ont posté en disant que les 77 milliards injectés au niveau du Conseil économique social et au Conseil. Mais quel 77 milliards? Vous parlez de quel 77 milliards? Il parle de quel 67 milliards? Les institutions, il n'y a pas de 77 milliards. Pour le budget du Conseil économique social et environnemental, c'était 7 milliards 541 millions 40 284 francs CFA. Le Conseil économique social, c'était son budget en 2022, avec la loi de finances initiale 2022. Pour le cas du Haut Conseil, c'était 9 milliards 160 millions. Le cumul nous donne naturellement 16 milliards 701 millions 40 224 francs. C'est pourquoi je me pose la question. Lorsque j'ai vu des sites internet postés 77 milliards qui seront soi-disant confiés pour recruter les enseignants, j'ai envie de rire. Mais vous savez ce qu'on appelle pôle territoire? Je suis le président de la commission de développement des pôles territoires au HCCT. Nous en avons travaillé en 2017 pour créer 6 pôles territoires. Et le rapport est là. C'était ça. Nous en avons travaillé. C'est des avis que nous avions proposés au président, l'ancien président de la République. Et ce rapport, dans le cadre de nos travaux, les pôles territoires, on avait prévu 6 pôles territoires. Ces 6 pôles territoires, les fonds de fonctionnement de ces pôles territoires étaient une somme mirobolante. Parce que chaque pôle territoire, on avait pensé que dans chaque pôle territoire, on allait injecter 150 millions. Et dans chaque pôle territoire, si on prend les 8 pôles territoires, 150 millions par chaque pôle territoire, les 8 pôles territoires, ça allait être 1 milliard 200 millions. 1 milliard 200 millions fois 12 mois, ça revient à 14 milliards 400 millions. Ce qui a été extrêmement du lourd pour le fonctionnement de ces pôles territoires. Parce que l'importance des pôles territoires, dans l'acte 3 de la décentralisation, nous avons travaillé pour la viabilité départementale dans l'acte 3 de la décentralisation. Et dans cet acte, nous avons dit qu'on a la commune et nous avons le département. Mais le problème entre la commune et le département, il y a un fossé. Il n'y a pas un relais. Il faut qu'il y ait un conseil d'administration appelé pôle territoire. Et ces pôles territoires, allez centraliser tout ce qui est politique publique en matière de décentralisation, en matière de coopération intercommunale, en matière d'incohérence territoriale, en matière de coopération décentralisée et de fonction publique pour centraliser et de pouvoir assurer le relais entre le fonctionnement de la commune et le fonctionnement des départements. Et ces pôles territoires, en chaque zone, en fonction de ses spécificités écologiques, en fonction de ses spécificités climatiques et écologiques, on crée chaque pôle territoire. Par exemple, si on prend la région du Sine Saloum, le pôle territoire du Sine Saloum, nous savons qu'ils travaillent dans le domaine agricole et dans le domaine maritime, la pêche, l'agriculture et l'agriculture maraîchère. On allait les encadrer. Et là maintenant, si l'État du Sénégal veut supprimer le Haut Conseil et le Conseil économique social pour créer une pôle territoire, mais en réalité, il n'y a plus de rationalisation. C'était juste une vision politique pour destituer des travailleurs des institutions. Ce n'est pas une question de rationalisation. Si on parle de rationalisation, on supprime les institutions, on ne doit plus créer autre institution. On ne doit plus créer quelque chose qui pourra utiliser le contribuable du Sénégal. Moi, je suis d'accord. Qu'on supprime le Haut Conseil, qu'on supprime le Conseil économique social, qu'on supprime les fonds politiques, les fonds secrets, les caisses noires, les fonds communs. Qu'on supprime tout et qu'on le mette dans le budget du Sénégal pour booster l'économie nationale. Je suis parfaitement d'accord.
Mais au cas où il y a des fonds politiques, au cas où il y a des caisses secrètes, au cas où il y a des fonds communs, honnêtement parlé, les laisser, tous ces fonds-là, et aller encore créer des pôles territoires. Chaque pôle territoire aura un conseil d'administration, aura des membres de l'administration, aura des chauffeurs, auront un local, vont utiliser de l'électricité, vont utiliser du wifi, vont utiliser toutes les commodités qu'une administration normale doit avoir, les pôles territoires l'auront. Et vous calculez, vous les journalistes, cette somme mirobolante, cette manne financière qui sera injectée dans ces pôles territoires. Et au Conseil, avec la vision de son excellent monsieur le président Macky Sall, il avait dit, oui, le Conseil, le pôle territoire c'est excellent, mais je vais créer une commission qui sera chargée pour la bonne marche de ces pôles territoires en créant la commission que je dirige, la commission de développement des pôles territoires pour éviter cette manne financière de donner à des fins politico-administratives. Et là, honnêtement parlé, je demande au président de la République, si vous voulez rationaliser l'institution du Haut Conseil et du Conseil économique social, n'est pas un poids. 12 milliards pour un État, ce n'est absolument rien pour la bonne marche d'une institution et pour la bonne marche d'un État. Maintenant, nous attendons, si ils vont créer des pôles territoires tels que nous l'avons pensé, tel que nous l'avions pensé, on avait pensé 6 pôles, eux ils ont créé 8 pôles. Ces pôles territoires, nous attendons maintenant, si ces pôles seront alloués, ils auront un budget alloué à ces pôles territoires. Et ce budget sera combien? Et dans chaque pôle territoire, il y aura combien d'agents? C'est évident que dans chaque pôle territoire, on ne peut pas outrepassé 40 agents. Au minimum, il y aura 40 agents. Et chaque agent qui va le payer en fonction de la grille salariale. Et ça, vraiment, c'est du pognon, c'est du fric, c'est de l'argent. Et je dis que, cumuler les membres du Haut Conseil, l'administration du Haut Conseil et l'administration du Conseil économique et social ne peut pas gérer les 8 pôles territoires parce que dans chaque région, chaque pôle territoire aura sa propre administration qui lui est propre. Donc c'est pourquoi nous demandons à l'État du Sénégal de faire très attention par rapport à ça. Parce qu'en réalité, pour rationaliser, quand on rationalise, on supprime tout ce qui n'est pas important, tout ce qui n'est pas nécessaire et on l'injecte dans le budget de l'État pour que au moins les Sénégalais puissent sentir et cette modeste économie, ces conditions de vie très difficiles que les Sénégalais sont en train de traverser, que ça puisse être vraiment résolu. Donc, chers camarades journalistes, avec le cas de Barthélémy Diaz, naturellement, je ne voulais pas en parler. Ce qui s'est passé en dehors de tout l'article L130 du Code général des collectivités territoriales, l'article 35 du Code général des collectivités territoriales, ensuite le Code électoral, tout ça, c'est bon. Mais en réalité, Barth est victime d'un acharnement politique. Osons le dire. Et je leur ai toujours dit que, j'ai toujours dit à Barthélémy Diaz, sois très grave. Ces gens-là, quand ils gagneront les élections locales, dans les semaines qui suivent, tu seras éjecté de ta chaise. Il n'y a pas de chercher midi à 14h. Ça n'est pas important d'être un expert électoral ou bien être un bon politicien pour pouvoir en déduire ses conséquences. Je me suis dit, où est le sens de l'amitié? C'est ce que j'ai toujours dit à mes camarades. Je leur ai dit que le politique doit distinguer deux choses. Les relations politiques et les relations sociales. Les relations politiques ne doivent pas entraver les relations sociales. Et le pouvoir politique ne doit avoir un impact négatif sur les relations sociales. Où sont les dominés? Le sens du dominé qu'il disait autant, d'où sommes dominés là. Et les conséquences aujourd'hui. Mais j'ai toujours dit une chose. Le meneur que l'on choisit sur la tête de quelqu'un préfère elle-même choisir sa propre victime. Il y a des gens qui ont tout fait pour dénaturer, pour critiquer, pour jeter leur dévolu sur son excellent monsieur le président Macky Sall. Et pourtant le président Macky Sall ne les a pas fait du mal. Tout le monde sait que Macky Sall est un homme généreux, est un homme empathique.
c'est un homme altruiste qui a toujours prôné la réconciliation du Sénégal, qui a toujours prôné le bon voisinage, qui a toujours prôné l'importance de la société et la conservation sociale. Il a toujours dit, pour garder la stabilité du pays, pour renforcer le socle de notre société sociale, il faudra impérativement qu'il y ait la paix entre les politiques. Et cette paix, il a toujours prôné. C'est pourquoi la coalition Benno Bokk Yakaar est la coalition la plus durable dans l'histoire politique du Sénégal. Et ces gens-là aujourd'hui, le cas de mon grand frère Bougane, le cas de mon grand frère Barth, ils sont victimes de leurs amis. Qui ils défendaient mordicus il y a de cela moins de 10 mois. Et aujourd'hui, la réalité est là. Si nous les gens, nous les apéristes, on avait tort, ils en sauront quelque chose. Si eux, ils ont tort, ils en sauront quelque chose. Mais ce que je demande aux juges et aux procureurs et aux préfets qu'ils soient beaucoup plus cléments avec nos détenus, parce que ces détenus, on ne peut pas en parler, ce qu'ils ont dit, les gens de PASTEF ont vu le pire et ils sont en train de circuler. Et que je suis convaincu que la justice sénégalaise ne mérite pas certaines choses et que la justice sénégalaise doit être équitable et que nos parents, nos amis, nos frères qui sont entre les mains de la justice, que les juges et le procureur soient beaucoup plus cléments. Merci.